Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite de ma série de vidéos sur les arcanes majeures. Donc depuis plusieurs mois, je publie des vidéos où je présente chacune des arcanes dans plusieurs versions différentes dans ma collection de tarot. Je choisis à chaque fois 10 cartes différentes pour montrer comment on retrouve parfois les mêmes symboles dans toutes les cartes, parfois des imageries très différentes, parfois des nouveaux symboles, et ça peut amener des interprétations plus complètes, plus variées aussi d'une arcane. Donc aujourd'hui, c'est l'ermite. Je vais commencer par vous montrer les versions de l'ermite dans le tarot de Marseille et le tarot Rider-Waite-Smith, qui sont deux des tarots les plus classiques. Je vais vous montrer ensuite la version de l'ermite dans mon tarot de la fortune et après dans des tarots plus différents. Donc ici on a le tarot de Marseille et ici on a le tarot Rider-Waite-Smith. On a une version très similaire dans ces deux-là. Il n'y a pas vraiment de choses qui changent à part les couleurs. Donc, les symboles les plus flagrants ici, c'est qu'on a un personnage en général assez âgé. On voit qu'il est âgé parce qu'il a des cheveux et une barbe blancs. Il a aussi une cape, parfois avec la capuche sur la tête, parfois déposée dans le dos. Il a un long bâton, il tient une lanterne devant lui et souvent il y a très peu d'éléments de décor à part à ses pieds. Voilà. Donc, on va commencer avec le fait que c'est souvent un personnage âgé. Ça peut représenter donc le fait d'avoir de l'expérience, d'avoir de l'ancienneté dans un domaine, mais aussi d'avoir vécu une bonne partie de sa vie, d'avoir résisté aussi d'ailleurs une partie de sa vie. Ça peut évoquer éventuellement une forme de sagesse, même si ça se discute, c'est pas parce qu'on est plus vieux qu'on est forcément plus sage. Mais disons que symboliquement, ça peut être interprété comme ça. L'ermite est dans une cape très longue qui cache en général tout son corps avec une capuche. Donc, il y a cette notion de cacher qui on est, cacher la façon dont on est habillé, ne pas avoir forcément de signes distinctifs. Donc, il y a peut-être une notion de pas mettre le focus sur l'ego, la personnalité, l'identité. Il y a aussi cette notion de se protéger, se retirer du monde, se cacher des regards, se replier, donc une notion d'intériorité, d'introspection. Surtout quand il y a la capuche sur la tête, il y a vraiment ce repli total des influences extérieures. Ensuite, le grand bâton. Le grand bâton, ça évoque le fait de marcher, éventuellement d'avoir besoin d'une aide pour marcher peut-être longtemps, d'avoir un bon appui, donc d'être bien ancré au sol, par exemple. On peut dire que l'ermite est dans une sorte de quête, même si on ne le voit pas forcément marcher. En tout cas, dans le Rider-Waite-Smith, il a l'air plutôt statique. Et ici, on ne saurait pas vraiment dire s'il est caché par sa cape. Donc on ne sait pas vraiment si l'ermite est en train de marcher ou s'il a vraiment du mal à marcher justement et qu'il est plutôt en arrêt. Mais voilà, il y a cette notion peut-être de voyage, de quête, de promenade. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'ermite est dans ces deux cartes tourné vers l'arrière, enfin vers la gauche, qui est souvent associée au passé, à l'arrière, à l'intériorité, à l'introspection. Il va pas vers l'avenir. Donc c'est intéressant, encore une fois, avec le fait d'avoir de l'âge et donc de se retourner derrière soi, de faire son bilan, d'être aussi peut-être nostalgique d'un temps qui n'est plus. La lanterne. Donc la lanterne, c'est un outil pour s'éclairer. Donc là, on ne voit pas forcément qu'il est dans le noir, à part peut-être dans le Rider-Waite-Smith où le fond est un peu sombre. Donc il y a la notion d'avancer peut-être un peu à tâtons, d'avancer dans le noir, dans quelque chose d'inconnu, de secret, d'aller peut-être fouiller dans des profondeurs, mais de ne pas y aller mal préparé. Il y a la lanterne, donc il y a la possibilité d'éclairer, d'avoir des réponses, de faire sa propre lumière sur les choses.
Ce qui est intéressant, c'est que dans le Rider-Waite-Smith, c'est une étoile à l'intérieur de la lanterne. Donc il peut y avoir un écho à l'arcane de l'étoile, mais ça peut être le fait de garder l'espoir, même dans des situations qui peuvent être un peu troubles ou désespérées, ou quand on est bloqué pendant longtemps dans une même situation, si on considère que l'ermite est statique ici. Donc voilà, c'est pas juste sombre, c'est pas juste laborieux, il y a aussi quelque chose de lumineux. Voilà. Autant dans le tarot de Marseille, il y a pas mal de couleurs, autant dans le tarot Rider-Waite-Smith, je pense que c'est à peu près la seule carte où il y a si peu de couleurs différentes. Donc il y a vraiment cette notion de brouillard, mais aussi de ne pas se démarquer, de se fondre un peu dans son environnement, de ne pas vouloir avoir de signes distinctifs. Voilà pour les symboles. Si on pourrait peut-être analyser plus dans le Rider-Waite-Smith que dans le Marseille, parce qu'on voit vraiment juste un tout petit bout de terre ici. Le personnage semble évoluer dans la neige, dans des montagnes enneigées, on ne sait pas vraiment trop, c'est un sol qui a l'air très escarpé, blanc. Donc marcher dans la neige ou marcher sur la glace, on l'a tous expérimenté, c'est parfois compliqué. Soit on s'enfonce dedans, soit on glisse dessus. Ça demande d'avancer à tout petits pas, de faire très attention pour pas glisser, pour pas tomber. Donc c'est pas un terrain ni très fertile, ni très facile. Donc ça peut être, l'ermite, ça peut être avancer sur le chemin le plus difficile, mais avec patience, avec l'expérience. Voilà pour l'ermite. Je vais vous montrer maintenant ma carte du tarot de la fortune. C'est globalement la même image, à part que sur le terrain, c'est un peu plus montagneux, avec un peu plus d'obstacles. Et j'ai rajouté le serpent qui me fait penser à Asclepios. J'en reparlerai plus tard. Ce que je voulais surtout montrer, en fait, c'est que moi, je l'ai associé au Capricorne. Et plus parce que c'est un signe gouverné par Saturne, mais que j'avais déjà placé Saturne ailleurs. Donc voilà. Mais sinon, pour l'ermite, je dirais que j'ai pas vraiment de préférence entre le Capricorne et le Verseau. Les deux sont très parlants pour moi pour l'ermite. Mais dans les tarots classiques, en général, l'ermite est associé à la Vierge. Et pour moi, j'ai du mal à trouver du sens là-dedans. Déjà parce que c'est un signe mercurien et que je vois pas forcément Mercure dans l'ermite, à part peut-être dans la notion de mouvement, mais là on ne voit pas vraiment le mouvement. On a plus quelque chose de statique et d'embourbé. Donc quelque chose de plus saturnien. Saturne qui représente en général la vieillesse, le temps qui passe, les cycles de vie et de mort, surtout la mort. Ça représente les limites, les contraintes, la lenteur, la patience, la discipline, la responsabilité. Bref, c'est beaucoup plus l'ermite. Voilà pour la parenthèse astrologique. Je vais maintenant passer au reste des cartes, en commençant par le tarot of the Holy Spectrum. Donc on a à peu près le même personnage. On a un personnage dans une cape avec une capuche, un bâton et la lanterne. À part que le personnage maintenant nous tourne le dos. Donc il y a encore plus cette notion d'être caché, de tourner le dos au monde, de tourner le dos à l'avenir aussi, de se replier à l'intérieur de soi. Là, on ne peut vraiment pas identifier le personnage, à part que c'est assez archétypal comme truc, le personnage dans la capuche avec le bâton et avec la lanterne. Ce qui est intéressant dans cette carte, c'est que l'ermite est tourné. Donc là, on retrouve quelque chose qui ressemble à du brouillard ou de la neige, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, ça a l'air difficile à naviguer. Et derrière, on a une immense montagne très sombre, avec un ciel étoilé et une pleine lune en fond. Donc je reviens sur ce que je disais avec le fait de pas forcément marcher sur le chemin le plus facile. Pas forcément prendre la voie la plus rapide, la plus empruntée, la plus immédiate, la plus efficace. Parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour nous.
C'est pas forcément ce qui est le plus récompensant, le plus épanouissement. C'est pas forcément ce qui nous permet le mieux de progresser, de s'aligner avec ses valeurs. Donc là, cet ermite, il invite vraiment à affronter les obstacles, à prendre la montagne de front, à accepter qu'on va vers une situation qui est pas facile, qu'on va devoir faire preuve de prudence, de vigilance, de lenteur, de bien assurer ses pas. Mais on va y aller. Et ce qu'il y a derrière la montagne, avec la pleine lune, il y a cette notion de vraiment de gros potentiel, de bonnes opportunités, on veut aller vers plus de lumière, vers plus de plénitude. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette carte, je pense. Mais je l'aime vraiment bien. Je vais reparler après du choix du ciel étoilé avec l'ermite. Et du lien avec le ciel, etc. Ça, c'est une carte du Mike Wilcox Tarot. Donc on retrouve encore une fois même silhouette, mêmes attributs, mêmes accessoires. Cette fois-ci, on a l'ermite dans une sorte de grotte. Et je trouvais ça intéressant de la montrer juste après l'ermite qui va dans la montagne, parce que du coup, là, on peut penser qu'il est dans la montagne, à l'intérieur de la terre, à l'intérieur de l'obstacle. Et on retrouve le ciel étoilé. Cette fois-ci, on retrouve aussi des symboles liés à l'eau, avec le poisson, la coupe et le corail. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois la notion de ciel, de terre et d'eau. Un peu comme si tous les éléments étaient réunis. Il n'y a pas vraiment la notion d'air dedans. On aurait plus l'impression d'étouffer. Mais je trouve ça intéressant comme personnage qui fait le point de jonction entre différents mondes, entre différentes sphères. L'ermite qui va cette fois-ci vraiment dans les profondeurs d'un problème, les profondeurs personnelles à l'intérieur de la psyché, dans sa propre psychologie. Aller dans les recoins les plus reculés, aller en profondeur, ne pas rester à la surface. Donc il y a un côté très, très psychologique, très onirique aussi, le fait que les éléments soient placés comme ça. Je veux dire, le poisson, normalement, ne flotte pas dans l'air à la verticale comme ça. La coupe non plus ne l'évite pas. Donc il y a un côté un peu, je dirais, un côté un peu onirique. Et du coup, ça me fait pas mal penser à l'étoile fixe Fomalo, ce poisson. C'est une étoile qui m'évoque beaucoup le guide dans les autres dimensions. Il y a quelque chose de très aquatique, de très onirique, de très profond. Et c'est un guide plutôt en douceur vers ce qui peut faire peur, mais qui ne fait pas peur parce qu'on est bien protégé et bien accompagné. Voilà ce que ça m'évoque, cette carte. Ensuite, une carte du Cosmic Slumber Tarot. Cette fois-ci, on a l'impression d'avoir un personnage qui est entièrement hors de la Terre. Notamment parce qu'on voit Saturne très près. Et d'autres planètes, ici et là. On a un sol qui est vraiment très très escarpé, comme soit des hautes montagnes, soit carrément une planète qui n'est pas habitée, sur qui personne ne va marcher. Il y a quand même un chemin, mais là c'est son propre chemin lui. Du coup, ce que ça m'évoque, là on a quelque chose qui sort vraiment de la réalité matérielle terrestre. Donc ça peut être un rejet, un refus de cette réalité, une fuite de la réalité vers autre chose. Ça peut être
une forme de spiritualité qui est tellement dans des hautes sphères, dans des autres sphères, qu'on n'a plus du tout les pieds sur terre, et ça peut être un problème. Je veux dire, s'évader, la spiritualité, c'est bien, mais si ça peut pas être ancré dans notre réalité, ancré sur terre, eh ben ça a ses limites. Voilà. Donc ça peut être des mauvais côtés de l'ermite. La fuite, le rejet, l'isolement volontaire, peut-être se croire trop bien, trop loin pour les autres, par exemple. Mais ce que je trouve assez intéressant, et du coup, ce dont je voulais parler déjà depuis les 2 premières cartes que j'ai montrées, c'est que là, on a Saturne. Saturne, comme j'avais dit, qui symbolise, entre autres, le temps. Et l'étude du temps, les planètes, l'astrologie. Donc là, on a l'ermite en lien avec l'astrologie. Et l'astrologie, ça prend du temps pour être étudié. Ça demande une longue observation des planètes dans le ciel, une observation des symboles, une observation longue sur ce que les transits, les aspects planétaires évoquent sur Terre, à quelles expériences ça fait référence, ce que ça amène concrètement. Donc voilà, j'aime bien l'ermite avec l'astrologie. Et c'est assez bien montré ici. C'est à peu près tout pour cette carte. Là, pour la première fois, on voit un ermite avec un compagnon. Il a un chat noir ici. Je vais en reparler plus tard, mais ce qui est intéressant avec le chat noir, c'est que c'est un animal qui a souvent été, comment dire, une source de superstition. Le chat noir qui fait peur, le chat noir des sorcières. Donc c'est l'ermite où on peut trouver compagnonnage avec d'autres personnes qui sont exclues, qui sont discriminées, qui sont mises à l'écart. Et c'est à peu près tout, je pense, pour cette carte. La carte suivante est une carte du White Numen Tao. Et donc, je vais reparler des compagnons, parce que là, on a un ermite qui a un compagnon oiseau, un compagnon serpent. Mais surtout, l'ermite n'est plus humain, ici. Ce que je trouve intéressant, du coup, c'est qu'on a cet ermite qui peut être un archétype de personne en marge, de personne qui se tient loin du reste du monde, soit par choix, soit par exclusion des autres. On a cette protection entre soi et le monde avec la cape, la capuche. Et là, on a carrément un pied dans un autre monde. L'ermite, ça peut être toutes les espèces non humaines avec qui on cohabite, qu'on comprend pas forcément bien, qu'on met un peu à part. On est tous des animaux, mais nous, on est autre chose, par exemple. Ça peut être aussi les esprits d'un autre monde, d'une autre dimension, des énergies subtiles, ça peut être des divinités. Donc là, il y a la représentation du vivant, mais sous une autre forme. Et j'aime vraiment bien cette carte pour ça, qui décentre un peu de l'humain. Et comme avec l'ermite, pour mieux appréhender, pour mieux comprendre, pour mieux observer, ça demande de la patience, ça demande de l'écoute, ça demande du retrait, ça demande de dézoomer de l'ego, de l'identité, de la personnalité pour rencontrer l'autre, par exemple. Donc voilà, j'aime vraiment bien cette carte. Là, on retrouve aussi d'ailleurs le bâton et le serpent. Et donc, pour moi, Asclépios, qui est le dieu grec qui prend soin des vivants, parce que c'est le dieu qui guérit les malades et qui ressuscite aussi les morts. Et donc, on a vraiment cette emphase sur, par exemple, le bâton de l'ermite.
S'il a un bâton, c'est peut-être parce qu'il a un handicap, parce qu'il a du mal à marcher, parce qu'il a du mal à tenir debout. Et je trouve ça important aussi de parler de handicap, même si ça devrait pas être juste une carte qui représente ça, évidemment. Mais du coup, voilà, le fait de prendre soin de soi, prendre soin des autres, changer de regard autour du handicap, des douleurs, aller vers une meilleure prise en charge pour soi, accepter d'avoir des aides, accepter de ne pas être autonome, accepter d'avoir peut-être une maladie chronique qui fait que c'est excluant. C'est parfois très douloureux et ça demande parfois de ralentir et voilà. Je vais pas partir sur ce terrain-là parce que sinon je vais durer toute la vidéo, mais voilà pourquoi j'aime particulièrement la référence à Asclépios pour l'ermite. Autrement, pour cette carte, il y a aussi cette notion de passer un seuil. On passe d'un intérieur vers l'extérieur, mais ça peut être passer un seuil de l'éveil au sommeil, ça peut être passer un seuil entre la matérialité et la spiritualité, ça peut être plein de choses. Ça peut être passer le seuil de la compréhension d'humain à une compréhension plus animiste. Et on retrouve l'étoile, dont j'ai déjà parlé, et le ciel étoilé, donc aussi les références à l'astrologie, etc. Bref, j'aime beaucoup cette carte. On va passer à la suivante. C'est une carte du Dream Tarot. On retrouve un personnage en capuche avec une cape, et c'est à peu près tout. Mais on retrouve pas mal de symbolismes de manière différente. Donc là, cette fois-ci, on a un ermite qui est assis. Donc, plutôt dans l'immobilité, le fait de prendre un arrêt, soit parce qu'on en a besoin, parce qu'on n'a plus l'énergie pour marcher, soit juste pour observer, pour prendre le temps, pour être avec soi-même, pour ralentir le flux de pensée et d'action. Et là, le personnage joue de la flûte, donc ça peut être faire quelque chose de plus plaisant. Ça peut être arrêter... je crois que c'est Diana Rose Harper qui parlait de ça. Arrêter de jouer le jeu en mode hardcore et s'autoriser, voire se forcer à ralentir et à se dire que on a du mérite, même quand on se surmène pas, même quand on se pousse pas à bout. C'est difficile dans cette société, c'est très très difficile, et on n'a pas tous les mêmes possibilités par rapport à ça, mais bon, voilà, ce que la carte m'évoque en tout cas. On a un escargot qui monte sur le personnage, donc de nouveau, la lenteur, l'observation, et aussi s'ouvrir à d'autres formes de vie que la sienne. Et je sais pas si vous avez déjà essayé d'approcher des animaux non domestiqués dans la nature. Ça demande d'être vraiment patient, immobile, calme. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui. Il a un trou dans son pantalon, peut-être un genou écorché, donc ça peut être encore une fois une référence aux douleurs, au handicap, à devoir s'arrêter parce qu'il y en a besoin pour sa santé. Ça peut être aussi le fait d'avoir surmonté des obstacles. Ça a été dur, on a peut-être besoin de récupérer, mais on va repartir, c'est pas grave, c'est juste un genou écorché, c'est pas la fin. C'est un personnage qui a peu de possession, aussi. On a un sac en plastique avec une canette ouverte dedans. Ce que je trouve intéressant, c'est que sur le sac plastique, il y a un smiley qui sourit avec écrit « Thanks ». Donc, ça peut être un minimalisme choisi. Le fait aussi d'être reconnaissante pour ses possessions, peu importe à quel point on en a ou pas. De pas forcément privilégier la quantité, mais plutôt la qualité, ou en tout cas ce qui fait sentir bien. Mais ça peut être aussi une forme de misère, de pauvreté, de précarité, où on n'a pas grand-chose à part juste de quoi se nourrir et c'est tout.
Il y a plein de choses à dire encore sur cette carte. Donc on a pas de lanterne avec cet ermite, mais il a carrément ses yeux qui illuminent tellement que ça fait des flashs comme ça, comme des phares dans la nuit. Donc on voit plus sa tête, de nouveau, rejet de l'identité, non identifiable, et ça c'est très très saturnien encore une fois. Mais il y a aussi le fait de ne pas avoir besoin d'aide extérieure pour s'éclairer. Spirituellement, matériellement, philosophiquement, psychologiquement, c'est vraiment genre une forme d'autonomie dans sa façon de s'éclairer. Ça peut être interprété de plusieurs façons différentes, mais c'est une bonne façon de le résumer. Et ça veut dire aussi être un guide pour les autres, parce que là, ça éclaire tellement que toute la forêt devant lui est éclairée. Donc, il y a une notion plus collective ici. Même si le personnage est isolé, ça peut servir à d'autres. Et la musique. Le personnage qui joue de la flûte, ça peut être ça peut être plusieurs choses. Là, ce que ça m'évoque le fait de parler peut-être un langage qui peut paraître des fois différent de celui des autres, dans le sens où même si on parle la même langue, des fois on a du mal à se comprendre. On a du mal à se faire comprendre. Et l'ermite, ça peut être ça peut être isolé parce qu'on a du mal à se faire comprendre. C'est ce qui m'évoque fortement la neuroatypie, autre type de folie. Mais ça peut être aussi parler un langage plus universel. On peut tous et toutes écouter de la musique et la comprendre différemment, mais l'apprécier quand même. Ce qui peut être plus difficile avec un langage parlé où il n'y a pas vraiment d'art derrière, c'est que du coup, si on ne se comprend pas, il ne reste pas grand-chose. On peut apprécier une belle voix, mais c'est tout. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit, mais voilà. Voilà pour cette carte de l'ermite. Ensuite, on passe à une carte du Lonely Dreamer Tarot. On a une représentation de ce qui me paraît être un moine bouddhiste, mais je me trompe peut-être. En tout cas, c'est ce que ça m'évoque, donc je vais parler de ça. Je suis pas spécialiste du bouddhisme, mais je trouve que ça marche pas mal pour l'ermite. Déjà parce que c'est quelque chose qui, pour moi, évoque déjà la lenteur, l'introspection, la méditation, la patience, la pleine conscience, et aussi l'acceptation de la souffrance, de la mort comme faisant partie de la vie, et d'observer les choses sans forcément chercher et réagir. Et aussi un côté, je pense, très non violent dedans, mais pas dans le déni des difficultés pour autant. Bref, ça me parle beaucoup de l'ermite finalement. Aussi une forme de sobriété matérielle, pas forcément d'attachement à des possessions, à des apparences, à l'identité. Il y a quelque chose de très très collectif, de très connecté avec l'environnement, même s'il y a une forme d'isolement, de repli. C'est peut-être pour être mieux à l'écoute et mieux sensible à son environnement, si ça fait sens. Bref. Et là, du coup, on a un ermite justement qui semble être en communion avec son environnement, qui est très foisonnant, là, pour le coup. On a vraiment un décor très riche, qui fait qu'il n'y a pas vraiment... Il y a autant d'importance qui est placée dans l'environnement que sur le personnage. Je trouve que c'est assez intéressant. C'est à peu près tout. Le fait que le personnage ait les yeux fermés, du coup, ça évoque là aussi l'immobilité et l'introspection, le repli à l'intérieur de soi. Donc pas vraiment le voyage. Alors que le voyage intérieur est quelque chose de très riche et très... Il y a un potentiel d'aller très loin, on est d'accord. Ensuite, une carte du Oak, Ash and Thorn Tarot, qui est très chou.
Là, pour le coup, j'ai pas énormément de choses à dire, sur cette carte, à part, pour le choix du hérisson, donc qui est un je sais pas si c'est un animal nocturne ou pas. En tout cas, là, on est dans une carte nocturne avec des lucioles qui éclairent, le passage du hérisson, que je trouve très, très chou. Donc le hérisson. On a un petit animal, qui peut passer inaperçu, si on regarde pas trop. Bon, c'est pas non plus un insecte, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est surtout le côté, protection avec les piquants, qui tient les autres à distance, qui permet aussi de protéger sa vulnérabilité. Et c'est un animal qui se roule sur lui-même pour se protéger, donc il y a encore une fois le côté repli sur soi-même. Il me semble que le hérisson est un symbole de protection du coup, mais aussi de résilience et de peut-être de sagesse aussi, je crois. Enfin, du coup, voilà, ça fait sens pour l'ermite. Il y a aussi un bâton mais qui lui sert pas à marcher, mais par contre qui est placé en travers de son chemin. Du coup, voilà, ça peut questionner sur qu'est-ce qu'on fait quand on a un obstacle sur son chemin. Est-ce qu'on le contourne? Est-ce qu'on reste paralysé devant? Est-ce qu'on se roule en boule et on attend? Voilà. Et ben voilà pour cette carte, qui est très mignonne. Ensuite, une carte du Next World Tarot. Et ça va être ma vidéo la plus longue, ce qui est très compatible avec la vidéo. Donc ici, on a... J'essaye de montrer de près pour voir les détails, mais je passe à bien faire le focus. Donc de nouveau, une correspondance avec la Vierge, Mercure et la Terre, qui va faire sens dans un sens, mais voilà. Je vais pas élaborer dessus. On a un personnage seul, au milieu d'une pièce sombre, avec pour seul meuble la chaise sur laquelle l'ermite est assis. Il n'y a pas grand chose dans la pièce. Il y a une bougie et des trucs posés sur la fenêtre. Il y a des bottes posées par terre, un Rubik's Cube, des trucs non identifiés et un appareil dans les mains. Je sais pas si c'est un jeu, un truc pour écouter la musique, un truc pour regarder quelque chose. C'est pas très clair. Mais bon. Du coup, il y a le côté solitude, peut-être même exclusion. Il peut y avoir la peur de sortir de chez soi aussi, peur de l'inconnu, peur de se confronter au monde extérieur. Donc là aussi, ça peut être soit vraiment de l'anxiété, des peurs très, très justifiées. Ça peut être aussi juste un rejet de la réalité. Ça peut être un rejet des autres. Ça peut être... une maladie ou des handicaps qui excluent. Donc il y a un côté assez sombre visuellement dans cette carte. Mais ça peut être aussi quelqu'un de très autosuffisant, qui n'a pas besoin de grand-chose pour fonctionner au quotidien. Là encore, on a quelque chose qui rappelle soit le minimalisme choisi, le choix dans la consommation, etc. Ou ça peut être la précarité, la pauvreté, la sobriété, des choses pas forcément cool non plus. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a le Rubik's Cube par terre qui m'évoque le fait d'avoir la patience et l'expérience pour résoudre des puzzles compliqués, pour se laisser le temps de chercher les meilleures solutions pour soi. Le Rubik's Cube, c'est pas facile. C'est fun, mais c'est pas facile. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte. Et pour le coup, chercher des solutions, oui, c'est très mercurien. Ensuite, une carte du Blood Moon Tarot. Je sais pas si on va bien voir. Donc, pour la décrire, on a une carte assez sombre, où on voit pas grand chose. On a en fond des espèces de montagnes avec des grands pics très pointus. Et en premier plan, sortant de coquillages ou de cailloux, une espèce d'œuf illuminé, comme un amour en cage, mais alien. Et une personne nue assise dessus, avec
les yeux qui éclairent dans la nuit et de la fumée qui sort d'eux. Bon, alors, ce que ça m'évoque, c'est un environnement peut-être pas stérile parce qu'il y a un œuf, mais en tout cas pas très fun, pas très engageant, qui a l'air effectivement un peu hostile et stérile à part la personne et l'œuf. Ça peut être un manque d'opportunités, de possibilités, ça peut être encore une fois l'exclusion, l'isolement, etc. Ça met vachement l'accent sur la marginalisation, l'aliénation, le fait de se sentir un peu extraterrestre, de pas forcément comprendre les gens et le monde autour de soi, ne pas être compris en retour. Ça peut être aussi l'exploration de mondes inconnus. Ah ah bon, c'est plus jupitérien pour le coup, mais pourquoi pas l'exploration de la curiosité, ne pas avoir peur de l'inconnu et de ce qu'on comprend pas. Comment on approche les situations nouvelles, même si c'est pas très commun à l'ermite, mais pourquoi pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette carte. Il n'y a pas énormément d'éléments à analyser en plus. Là, on a encore ce côté aussi lumière qui vient de l'intérieur, chercher sa propre lumière à l'intérieur de soi et pas forcément la chercher à l'extérieur. C'est commun à tous les uns. Et enfin, la dernière carte, qui est une carte du Botanica Tarot, qui représente un physalis, une physalis, un physalis, je ne sais plus. Aussi appelé amour en cage, donc ce que je disais pour la carte précédente. Donc c'est un fruit qui est enveloppé dans... Je sais pas, c'est des feuilles? Oui, c'est des feuilles. Qui est enveloppé dans les sortes de feuilles qui l'englobent complètement. Là, on voit un bout, mais sinon, ça peut être englobé complètement. Et au fil du temps, ça devient comme un peu de la dentelle, comme une mini-prison, comme une mini-cage, quoi. Et dedans, c'est un fruit orange tout rond, tout lisse. Pourquoi j'aime bien donc cette carte, c'est que même si on connaît rien dans le symbolisme des plantes et même si on connaît pas forcément l'ermite, on voit tout de suite la notion de renfermement, de cachet, de pudeur, de privé. Un côté délicat aussi, on a envie de se faufiler quand même pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, donc il y a cette curiosité, cette quête. De nouveau l'aspect protection, protection contre l'environnement, ou pour l'environnement. Ce que je trouve intéressant aussi avec le fait que ça forme comme une mini prison dentelle, un peu comme ça quoi, à la fin, les feuilles qui est autour. Ça peut m'évoquer le fait d'ériger sa propre prison mentale en fait, entre soi et les autres, entre soi et le monde. C'est être tellement isolé qu'on perd toute connexion. Et même si au début ça peut être choisi et voulu, au final ça finit par enfermer et à tuer pas mal d'opportunités. Et c'est à peu près tout, je pense, pour cette carte. Et j'ai fait le tour de l'ermite et c'est définitivement ma vidéo la plus longue, je suis désolée. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur l'ermite, si c'était pas déjà assez, j'ai écrit un article sur cette carte sur mon site, je mettrai le lien dans la description. Et aussi, chaque mois sur Patreon, j'écris des articles détaillés où je fais des analyses visuelles des cartes comme je fais ici en décrivant les symboles et ce à quoi ça me fait penser. Mais du coup sous forme d'articles, et ça peut être aussi un peu plus détaillé parce que du coup là j'essaye de pas prendre trop mon temps avec chaque carte, mais là comme je fais carte par carte, je prends plus mon temps, en plus c'est à l'écrit, donc j'ai le temps de développer un peu plus ma pensée, de moins être dans l'improvisation, surtout que l'oral c'est pas forcément mon truc à la base. Donc voilà.
Encore une fois, je mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse. Voilà. J'espère que ça vous aura bien parlé et on se retrouve la prochaine fois pour la carte de la roue de fortune. Salut!